Allez. Naître médium, soyons sérieux. Annabelle de Villedieu, d'abord vous racontez que vous êtes issu d'une famille assez aristocratique. Tout à fait. Et issu aussi d'un mariage qui n'est pas un mariage d'amour. Non. Bon. Et vous dites, lorsqu'un enfant ne reçoit pas suffisamment d'amour, de sécurité, de présence et de reconnaissance, il ne remettra jamais en question son parent, qu'il considère comme un idéal. Incapable de se différencier de lui émotionnellement jusqu'à l'âge de 7 ans, il se sentira coupable et responsable de ce manque d'amour. C'est cet environnement toxique qui m'a incité à développer mon intuition, ma médiumnité, mais aussi à enrichir mon monde imaginaire, un monde qui me semblait magique, où tout était possible. C'est-à-dire que quand vous avez 7-8 ans, il y a une forme de révélation. En fait, j'ai toujours été habitée par quelque chose qui me dépassait. Par exemple, moi, c'est vrai que j'ai été élevée dans un milieu aristocratique, catholique, donc quelque chose de très rigide, quelque part. Et j'ai toujours eu cette conscience de la réincarnation. Par exemple, pour moi, que c'était une vérité. Et très jeune, j'avais beaucoup d'intuition, je me reliais à la nature, aux éléments, justement. Et quand, en effet, on est dans un environnement où c'est compliqué, difficile, hein, eh bien, on met en place ce qu'on appelle des mécanismes de survie. Donc, en fait, on va se mettre dans du déni, dans de la fuite. Et moi, je pense qu'en fait, j'avais cette hypersensibilité et mon refuge, c'était vraiment en effet de partir dans ces autres plans de conscience, dans cette capacité finalement à m'évader, dans cette capacité d'aller plus loin dans ma façon de voir. Alors, ce qui est intéressant, c'est le mot médium, parce que vous avez dit tout à l'heure que vous pratiquez, parce que vous aidez des uns et des autres, mais évidemment dans ces métiers-là, il y a aussi une part d'intelligence, de psychologie, et vous pouvez aider peut-être les gens et deviner un peu leur vie sans que ce soit une vision qui vienne de l'au-delà, parce qu'il y a aussi l'expérience que vous avez et que vous connaissez les êtres et que tout le monde peut ou prou entre dans une case, j'ai envie de dire. Au bout de 25 ans, il y a des profils qui doivent de temps en temps être des archétypes. Oui, alors je pense qu'un médium se doit d'être un bon psychologue, parce qu'on peut pas dire les choses n'importe comment. Et voilà. Et puis en plus, la personne qui vient remet beaucoup son pouvoir entre les mains de la personne, du médium qui vient consulter. Et c'est là que c'est très important d'avoir cette conscience-là aussi, de ne pas prendre ce pouvoir sur l'autre, parce qu'il peut y avoir vraiment cette partie-là. Et en fait, oui, mais la médiumnité, pour moi, c'est quelque chose qui va beaucoup plus loin. C'est-à-dire, c'est une capacité. Alors là, c'est le côté scientifique, à capter l'information dans le champ de conscience d'une personne qu'on a en face de soi, et de capter cette information au-delà de la vitesse de la lumière. Parce qu'en fait, dans cet espace au-delà de la vitesse de la lumière, tout est le présent, le passé, le futur. Et on peut capter quelque part comme si on avait accès à un espèce de grand ordinateur central où tout est. Et les informations sont déjà inscrites quelque part dans les champs énergétiques des personnes avant qu'elles ne s'inscrivent vraiment dans leur matière. Et d'ailleurs, quand on fait des photos avec l'effet Kirlian, je ne sais pas si vous connaissez un peu cette méthode, où on va faire une photo avec de l'infrarouge, en fait, on va pouvoir visualiser autour de la personne des couleurs, en fait, qui vont correspondre vraiment à ce qu'elle porte dans son champ aurique, dans son champ émotionnel. Aurique ? Oui, dans l'aura, qui correspond au champ émotionnel. C'est-à-dire que si on fait une photo, par exemple, de Monsieur Olivier ou de Madame Géraldine, une photo, rappelez d'ailleurs Kirlian. Kirlian, oui. Je sais comment ça s'écrit, comment ? Kirlian. Bon, d'accord. Alors, c'est une photo. Comment on l'a fait, cette photo ? Avec un appareil spécifique, en fait, qui va aller au-delà de la résolution de l'œil humain. D'accord. Et donc, qu'est-ce qu'on va voir autour de Géraldine ? On va voir plein de couleurs. Et autour d'elle, de couleurs, ça peut être du rose, du violet, du bleu, enfin, toutes les couleurs Mais vous connaissiez ça du tout. Non, pas du tout. Et il peut y avoir des petites taches, d'ailleurs, dans cette photo. Mais qui fait ces photos ? Il y a des personnes qui sont spécialisées, qui font ce type de photos. Tout à fait. Écoutez, là, vous me surprenez. Et vous, en fait, vous faites vous-même ça ? J'ai déjà pratiqué. Enfin, j'ai déjà fait une photo de moi, oui, pour regarder un petit peu. Mais moi, je peux faire une photo Kirlian, par exemple ? Tout le monde peut. Mais alors, je rentre chez un photographe et non, ce sont des personnes. C'est une technique particulière. Voilà. C'est une technique particulière. Mais ce qui est intéressant, c'est que. Mais on va voir des choses autour. Mais oui, et quand une maladie, par exemple, est inscrite, on peut voir une petite tache noire déjà, qui va correspondre à un organe, et on peut prévoir autour tout à fait de la silhouette. Voilà, ça prouve que dans le champ vibratoire, déjà nous portons les informations, alors qu'elles ne sont pas encore quelque part incarnées dans notre propre matière. Bon. Donc ça, c'est intéressant aussi de voir ça comme ça. Alors, et ce qui est intéressant aussi, c'est de matérialiser ces visions. Et vous dites, c'est à l'hôpital que j'ai eu mes premières visions, seul dans ma chambre, au milieu de la nuit, je voyais des formes humaines débarquer au pied de mon lit. Ces morts inconnus me réveillaient en sursaut.
Je me sentais traversé chaque nuit par une sensation de froid et des frissons dans tout mon corps. J'étais envahi par des peurs qui ne m'appartenaient pas, incapable d'exprimer ni de comprendre ce qui m'arrivait. C'était terrifiant. Je vous assure, quand je lis ça, que vous aviez quel âge ? J'avais 9 ans, 8-9 ans. Bon, et que vous voyez des formes humaines débarquer au pied, mais en pleine lumière ou dans la nuit, dans l'obscurité ? Non, c'était dans la nuit, en fait. Hein. Bah oui, parfois, alors, quelle est la part ? Parce qu'on a tous été enfants, parfois on a imaginé ça, mais c'est avec le recul, c'est dans votre cerveau où il y avait vraiment des formes humaines dans votre chambre. J'avais cette sensation corporelle en plus, de présence. Il y avait des fantômes. Ah oui, il y avait des personnes qui étaient là, ce qu'on appelle les entités du bas astral en fait. Ces êtres qui ne sont pas encore complètement partis, qui sont entre deux plans et qui vont se manifester vers des médiums. C'est les entités du bas astral, oui. dites-vous. En fait, ce sont des êtres qui sont, quand on part de son corps physique, parfois quand on n'a pas tout réglé, on reste ce qu'on appelle encore dans le plan de la matière, énergétiquement. Donc on ne pas complètement parti. Et elles reviennent, ces formes-là, aujourd'hui En fait, elles sont là, en fait. Elles sont dans une présence... Par exemple, elles sont autour de nous. Il y en a partout, de toute façon. Vous ne les sentez pas autour de vous ? Non. mais j'entends, alors évidemment... Mais j'ai vu ma tante, quand même, quand j'avais 11 ans, qui s'est présentée... Mais moi aussi, j'ai vu ma tante à Noël. Au moment où elle est morte. Non, Pascal, soyez sérieux. Non. Et vous avez un dialogue Vous avez un dialogue avec ces entités qui... Non, mais... alors c'est plus... Oui, après on peut communiquer en fait, mais c'est une communication qui va se faire sur un plan peut-être plus subtil, c'est qu'on va entendre dans l'esprit ou recevoir des informations par l'oreille. Alors vous parlez des images, en fait. Vous parlez d'une rencontre étonnante avec notre amie Sophie Davant. Vous dites, nous nous retrouvons assises l'une à côté de l'autre à un dîner organisé par l'un de nos amis communs. Je passe une soirée délicieuse à échanger avec cette femme lumineuse et connectée que je ne reconnais pas sur la spiritualité, la vie après la mort. Elle me confie notamment qu'elle a perdu sa mère quand elle était jeune et qu'elle communique avec elle. Bon, ça, je ne sais pas si Sophie, vous lui avez demandé d'ailleurs Oui, tout à fait, on se connaît très bien. Bon, c'est un vrai coup de cœur et on sympathise immédiatement. Quelques semaines après notre rencontre, Sophie me propose de participer à son émission et justement, c'est ma singularité qui va interpeller le public et les médias. Mes prédictions percutantes et d'une grande justesse me placent sur le devant de la scène. Par exemple, est-ce qu'il y a des choses que vous pouvez nous dire qui vont, durant l'année, se produire ? Oui, tout à fait. De toute façon, là, on est sur une année, pour moi, ça va être une année historique pour moi cette année. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur la fin d'un cycle. On est sur l'année 9, de toute façon, qui est la fin du cycle pour aller vers le 1. Et c'est une année, pour moi, il y aura beaucoup de prise de conscience, mais ça va être une année très, très difficile. Et moi, de toute façon, ça fait longtemps que je dis qu'il y aura rien qui se passera vraiment avant 2026-2027. Ah oui, donc là, vous dites qu'en 2025, il ne se passera rien. Ah non, c'est une année qui va être très forte, 2025, au contraire. Ah bon. Et je vois beaucoup de gens dans la rue, de manifestations. Je vois vraiment une année pour moi de violence, de remise en question. Il y aura beaucoup de lois qui vont être votées, de tout ça n'est pas très précis, parce que moi je peux dire aussi qu'il y a beaucoup de lois qui vont être votées, forcément. Mais bon, c'est vrai que c'est toujours délicat de recevoir aujourd'hui quelqu'un qui vient sur ces terrains un peu irrationnels. Et je pense à nos amis de l'Arcom, pour tout vous dire, qui sont très vigilants sur ce discours-là et qui ne veulent pas, bien sûr, qui ne souhaiteraient pas que nous interprétions votre présence comme une caution, même à parfois des dérives sectaires, disons-le. Donc c'est pourquoi je joue, entre guillemets, ce rôle-là avec vous, de l'avocat du diable, parce que j'entends ce que vous dites. Mais là, par exemple, les prédictions que vous faites, pardonnez-moi de le dire comme ça, elles sont un peu floues, de dire je vois beaucoup de gens dans la rue. Chaque année, il y a beaucoup de gens dans la rue. Oui, mais là, ça va être une année particulièrement marquante, de toute façon. Parce que tous les ans, moi, il y a pense que... Et en fin d'année, la peur que j'ai, c'est que vous pourriez dire, regardez, je me suis pas trompé parce qu'il y avait des gens dans la rue, des manifs, il y en a chaque année. J'ai quand même fait beaucoup de prédictions, je suis connue pour cela. J'avais quand même prédit le tsunami au Japon 3 mois avant, et ça s'est passé exactement dans les détails sur 2 chaînes de télévision à l'époque. Vous aviez prévu le tsunami au Japon 3 mois avant. Oui. J'ai fait énormément de choses comme ça qui se sont produites, qui ont été très très précises. Mais là, est-ce qu'il y a quelque chose de précis au-delà de ce que vous dites et d'un climat de chaos que tout le monde prévoit? Oui. Vous voyez ce que je veux dire? Le climat de chaos de 2025 tel que vous venez de le dire, là aussi, pardonnez-moi, peut-être ne suis-je pas... vous pouvez me juger pas très aimable en disant cela, mais beaucoup de gens disent ça. Il y aura un chaos cette année en 2025.
ans. Ah oui, mais ça va être une année vraiment pour moi de prise de conscience, de transformation. On va basculer après 2025, ça c'est clair. Basculer. On va basculer, oui, tout à fait. Mais par exemple, est-ce que selon vous, Emmanuel Macron sera toujours président de la République à la fin de l'année? Oui, moi je dis oui. Voilà, je dis oui. Mais parce alors, s'il ne l'est pas, qu'est-ce qui se passe? Vous dites quoi? Vous dites, je me suis trompé? Après, en tout cas, moi, je le vois rester encore président. Voilà, là, c'est quelque chose que Est-ce qu'il y aura une nouvelle dissolution? Alors, moi, je dis oui aussi. Je pense qu'on arrivera vers une nouvelle dissolution aussi. Je pense que Bayrou va faire le maximum, mais ça va être très compliqué pour lui. Et à mon avis, il y aura encore une dissolution qui serait Et vous pensez, par exemple, que M. Bayrou ira jusqu'à la dissolution, précisément, ou est-ce que vous pensez qu'il ne sera plus Premier ministre dans les prochaines semaines? Je pense non, je le vois quand même rester un moment. Voilà, je le vois rester un moment, mais je pense qu'il y aura de nouveau quelque chose qui va se dissoudre au niveau de l'Assemblée. Et je vois un gros souci aussi sur le couple Macron sur cette année, voilà, qui sera mise en avant. Des révélations aussi très importantes du juridique aussi qui va tomber sur lui. Enfin, il y aura des choses très compliquées, voilà, sur cette année. Mais ça doit être terrible, par exemple, d'être avec vous dans la vie privée, par exemple, même dans la vie amoureuse, parce qu'on doit se dire, vous devez prévoir si ça va s'arrêter ou si ça va pas s'arrêter, ou si ça va être compliqué. Heureusement pour moi, quelque part, je n'ai pas des flashs pour moi, en fait. Voilà, j'ai des pressentiments, je peux faire des rêves, j'ai des informations, mais je n'ai pas de flash pour moi. Et en même temps, c'est vrai qu'on peut pas me mentir. Dans la relation, quand on me ment, c'est pas possible en fait. Ah bon? On m'envoie des informations, je sais ce qui se passe, etc. Oui. Donc là, vous savez si nous sommes des menteurs ou pas, mais nous on est toujours un peu des menteurs parfois, les journalistes, parfois on est... En tout cas, on ne dit pas toujours, par définition, ce que nous savons. Alors, est-ce qu'on peut appeler ça mensonge? Non, c'est pas ça. Mais quand je suis vraiment en relation de couple avec quelqu'un dans l'intimité, voilà, c'est compliqué pour la personne. Il faut être en honnêteté avec un. Je suis d'accord avec vous, mais c'est souvent une qualité féminine d'avoir une sorte de sixième sens. Mais là, ça va plus loin. C'est vraiment des images, des flashs. Je sais ce qui s'est passé en tout cas. Bon? On peut pas mentir. Oui. C'est-à-dire que dans vos relations amoureuses, si un homme un jour vous a menti ou pourquoi pas, ça vous l'avez su? Ah oui, je vois, tout immédiatement. À fait. Ah oui, je reçois l'information. Bon bah Olivier Guénec, vous savez ce qui vous attend, parce que lui, vous savez, il est infidèle un peu. Oh non, donc non. C'est un garçon jeune, donc non mais et alors quand vous avez dit tout à l'heure que vous receviez des personnes, c'est-à-dire que c'est un cabinet dans lequel vous exercez, les gens ont une consultation qu'ils payent peut-être? Tout à fait. J'ai un cabinet qui est à Boulogne-Billancourt. Voilà, donc je reçois les personnes, pas tous les jours non plus, parce que pour moi c'est quand même très fatigant comme d'être dans cette dimension. Donc, mais c'est votre activité professionnelle à 100%. C'est mon activité professionnelle à 100% depuis 24 ans maintenant. Voilà. Mais alors, par exemple, cet après-midi, vous allez recevoir peut-être? Non, là je ne reçois pas cet après-midi. Et si je viens vous voir, il y a une consultation. Tout ça dure combien de temps? Ça dure 1 heure. Et il y a un prix? Est-ce qu'on peut donner le prix ou est-ce qu'il est en fonction de la personne que vous avez en face de vous? Non, c'est un prix qui est posé. C'est une consultation d'1 heure à 130 €. Mais alors parfois, qui vient? Des hommes, des femmes, des jeunes, des vieux? Il y a tout public en fait, tout public, particulièrement les femmes qui sont quand même un peu plus ouvertes, mais de plus en plus les hommes, je dirais. Et qu'est-ce qu'on vous demande en priorité? Après, c'est toujours les questions, l'amour, le travail. Est-ce que, par exemple, est-ce que la relation avec mon compagnon ou ma compagne va continuer? Ça peut être ça? Tout à fait. Est-ce que ça va continuer? Et puis après, la voyance c'est aussi une aide pour aller plus loin, parce que la voyance c'est pas uniquement, tout n'est pas acquis. C'est-à-dire qu'on a aussi sa part de responsabilité, et que c'est pas parce qu'on dit quelque chose à quelqu'un que ça va forcément se passer exactement si la personne ne fait pas ce qu'il faut non plus pour que ça s'ouvre. Par exemple, si je dis à un étudiant, c'est génial, je vois que tu vas avoir ton baccalauréat, et puis que l'étudiant me dit c'est super, donc je ferme mes livres. Ah oui. Il ne l'aura jamais. Donc ça veut dire qu'on a sa part de responsabilité. Alors, et ma mère, on lui avait dit par exemple quand elle était plus jeune, vous vous marierez, mais vous verrez vous serez veuve assez jeune. Et en effet, quand mon père a eu 40 ans, il a eu un très gros problème cardiaque. Il s'est retrouvé en opération, en coma, etc. Et en fait,
comme c'était 10 ans après, la médecine était plus avancée et il s'en est sorti. Donc en fait, voilà, la voyance a aussi une limite. C'est ça qu'il faut entendre. Alors par exemple, tout à l'heure, notre ami Olivier Guénec, dit Monsieur Boubouk, disait qu'en 2025, son objectif c'était de trouver l'amour. Est-ce que vous voyez en lui ces prochaines semaines quelque chose, ou est-ce qu'au contraire, il va continuer d'être cette âme à la dérive qu'il est depuis errant comme ça de soirée en soirée, envoyant à passer 2 heures du matin des textos un peu flous, voire appelant certains de ses confrères ou ses consoeurs pour leur dire des choses que je ne répéterai pas ici à l'antenne. Donc, est-ce que vous voyez quelque chose pour lui ? Mais dans le fond, c'est un garçon très, très sensible et très romantique. Oui, c'est vrai. Je suis d'accord. Mais est-ce que vous voyez une évolution ? Tout à fait. Et il y a un grand cœur d'ailleurs, un grand cœur et une envie vraiment de construire, de poser, de structurer quelque chose. Et pour moi, ça va se mettre en place. Cette année ? Alors, est-ce que ça va être sur cette année ? 2043. 2043, 2042. Mais voilà. Mais il y a eu beaucoup de déceptions aussi. Et le cœur a été assez fragilisé. Donc, il y a besoin de retrouver de la confiance. C'est vrai. Et moi, mon cœur, il a été fragilisé à votre avis ou pas ? Mais je pense que oui, certainement. Ah, bon, alors vous voyez. Mais après, je sens comme quelque chose de très ancré et très. Voilà, je pense que les bien choses. Ancré, oui. Bien ancré. C'est le mot qui convient. Il y a quelque chose de bien ancré. On a jeté l'ancre. Et on ne bouge plus. Le bateau est là. Ça, c'est clair. Mais vous avez un projet d'écriture ? J'écris tous les jours. Vous êtes mais un livre, quelque chose que je vois, quelque chose qui peut sortir. Écoutez, il y a des projets, il y a beaucoup de gens qui me proposent souvent d'écrire quelque chose. Il y a un écrit qui va sortir et ça sera important que vous le fassiez. Écoutez, c'est très gentil. Je vous dois combien ? C'est un plaisir. Non, mais bon. Et alors Géraldine, parce qu'est-ce qu'on peut avoir quand même. Alors est-ce que Géraldine va enfin voilà. Est-ce qu'elle va enfin arrêter de fumer voilà. Parce que ses parents ne sont pas au courant et elle clope comme un pompier. C'est pas vrai. Papa, maman, ce n'est pas vrai. Non. Plus sérieusement. Géraldine est une belle personne. Oui. Voyez-vous, on ne se connaissait pas il y a encore un an et demi. Oui. Et moi qui suis très sensible et très intuitif, nous avons su créer un lien fort. En tout cas, professionnellement. Oui, professionnellement. Mais c'est vrai, et c'est toujours un miracle parce qu'on aurait pu ne pas s'entendre, etc. Et c'est une personne. Je vais vous dire un truc. Je pense que c'est souvent le récepteur qui fait l'émetteur. C'est-à-dire, c'est parti. Mais bien sûr, elle nous permet qu'on la fasse rire. Mais si elle était complètement fermée, c'est une interaction permanente. Oui, mais oui, je suis d'accord. Ce ne sont que des fréquences et des énergies qui se rencontrent et qui restent. Qu'est-ce que vous voyez Comment vous voyez l'avenir de professionnellement, amoureux, non, c'est bon, j'ai tout ce qu'il faut. Amoureux. Est-ce que vous pensez qu'elle pourrait faire un effort pour les pulls ? Oh non, un peu de sérieux. Non, comment vous voyez les choses ? En fait, il y a une grande sensibilité aussi, mais il y a quelque chose qui est très entier chez vous, Géraldine. Un peu trop parfois. Ouais, c'est ça. Il y a besoin un peu de mettre, peut-être parfois un petit peu de. Vous voulez dire qu'il faudrait qu'elle mette de l'eau, du vin et qu'elle boit que le vin sec ? Ce qui est très gentil, c'est le vin. Je dirais pas qu'elle est très. Non, elle est souple. Honnêtement, c'est pas une psychorigide. Non, mais c'est quelqu'un qui prend les choses vraiment toujours à cœur, à fond. Ça. Voilà, et je peux être très déçue parfois. C'est ça. Elle donne beaucoup, et même dans l'amour. Quand il y a l'amour, ça j'ouvre beaucoup, et il y a beaucoup de déceptions aussi sur le côté affectif. Il y en a eu, il y a eu des échecs, mais bon. Voilà. Des échecs. Qui n'a pas eu d'échecs.